La Côte d'Ivoire est-elle le dernier pilier de la France-Afrique? Samedi 25 octobre, le pays d'Afrique de l'Ouest va organiser l'élection présidentielle dans un contexte très particulier, très tendu. Le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un quatrième mandat, alors que la constitution du pays n'en autorise que deux, et plusieurs figures de l'opposition ont été écartées. Alors que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont rompu avec Paris et que le Sénégal prend ses distances, la Côte d'Ivoire continue d'entretenir des relations très étroites avec l'ancienne puissance coloniale. C'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui. Donc, élection présidentielle samedi. Le 25, je sais plus. J'avais lu 24, bon, samedi ou dimanche, en tout cas ce week-end. Donc, c'est une date très importante. Et comme je commençais à le dire, ça soulève beaucoup de questions. Je lisais dans Le Monde Diplo, parce que oui, j'ai un petit peu révisé avant de venir. En juillet, Emmanuel Macron a reçu Alassane Ouattara. Et juste après, Alassane Ouattara a annoncé sa candidature. Je crois 2 jours ou 3 jours après, il a annoncé sa candidature. Donc, sa candidature pour un quatrième mandat. Est-ce que ça a un lien selon toi? Est-ce que tu penses que Alassane Ouattara est venu demander l'autorisation, l'aval, les conseils d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un petit peu caricatural de présenter ça comme ça? Non, ce n'est pas caricatural et c'est effectivement quelque chose qui est assez, assez commun. C'est pas la première fois que ça se passe. C'est effectivement Alassane Ouattara qui est l'allié principal aujourd'hui de la France dans l'Ouest africain, c'est-à-dire dans tous les pays des anciennes colonies. Donc, tu l'as signalé, beaucoup d'autres pays ont rompu, puisque c'est un mouvement géopolitique général en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est encore ce pilier-là, c'est clair. Et donc Alassane Ouattara, alors l'autorisation peut-être pas, mais en tout cas s'assurer des modalités, du soutien de la France derrière. Sur la question du mandat, juste petite correction. À la base, c'était 2 mandats, mais Alassane Ouattara avait fait modifier la Constitution en 2016 pour qu'il n'y ait plus de limite dans le temps. Il avait promis plusieurs fois qu'il ne se représenterait pas après la fin de son 2e mandat, mais finalement, il en a fait un 3e, et là, il se présente à nouveau pour un 4e. Ouais, ça fait 15 ans qu'il est à la tête, un peu plus de 15 ans qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. On va revenir un peu en arrière, je crois que c'est important aussi de faire un point sur ce qui s'est passé en 2010-2011. Donc Laurent Gbagbo a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, mais plusieurs dirigeants de la région, mais aussi des dirigeants occidentaux, notamment la France, ont reconnu Alassane Ouattara comme vainqueur. Est-ce que peut-être qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé il y a 15 ans et la crise dans laquelle s'est retrouvé le pays, et surtout le rôle de la France dans tout ça? Il y a eu une intervention militaire, etc. On peut même revenir un petit peu avant, puisque quand Gbagbo arrive au pouvoir, il lutte depuis les années 80 pour l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire, pour réorienter l'économie, pour le sortir tout simplement de la dépendance à la France et vraiment des liens france-africains qui étaient très, très établis. Gbagbo, à l'époque, avec son parti du Front populaire ivoirien, le FPI, effectivement, il fait ses mandats. Clairement, sa politique déplaît très fortement à la France et aux institutions bancaires mondiales, au FMI, etc., à l'Occident, puisqu'il met une politique de gauche. Alors lui, il se revendique comme social-démocrate, en tout cas dans le sens où économiquement vraiment de gauche, c'est-à-dire souverainiste, panafricaniste et socialiste, mais évidemment par l'instauration du multipartisme, par l'instauration d'une démocratie avec une liberté d'expression, etc., ce qui n'était pas le cas avant en Côte d'Ivoire, qui avait toujours été ce qu'on appelle sous le régime du oufouettisme, qui est encore une pensée politique dont se réclame Alassane Ouattara. Le oufouettisme, donc, qui est évidemment tiré du nom de Félix Houphouët-Boigny, qui était le premier président de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Je ne sais plus si c'était le premier d'ailleurs, mais en tout cas qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant des décennies et qui a évidemment laissé une empreinte profonde dans le pays, notamment par son côté politique france-africaine. Voilà, donc déjà il y a ça. Quand cette élection-là arrive en 2010, effectivement, Gbagbo est proclamé vainqueur. Depuis plusieurs mois déjà, il y a des groupes armés qui viennent du nord, qui sont soutenus à la fois par des pays alentours, notamment le Burkina, parce que évidemment, il fallait il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Il n'y a pas que des intérêts géopolitiques, il y a aussi des intérêts ethniques, économiques, etc., etc. Mais du coup, Gbagbo finalement est évincé de la présidence. Il était retranché dans le palais présidentiel. Il est bombardé par l'aviation française avec ce qu'on appelait à l'époque, l'intervention s'appelait la Force Licorne.
il y avait un mandat de l'ONU, mais qui était un mandat fantoche, en fait, que la France avait obtenu à l'ONU pour se couvrir un peu au niveau du droit international, mais qui est en fait clairement une intervention militaire pour déloger un président qui nous plaisait pas, qui menait une politique un peu trop indépendante. Mais comment on justifie le fait de bombarder un président démocratiquement élu? Enfin, c'est 15 ans après, c'est difficile de comprendre comment ça a pu se passer, comment l'ONU a pu délivrer un mandat. Enfin, c'était quoi les justifications à l'époque? D'abord, ils disaient que c'était Ouattara qui avait gagné. Ils ont reconnu le Ouattara comme gagnant, c'est-à-dire la communauté internationale, ce qui est à l'époque encore plus, on va dire, le poids de l'Occident. Le mandat de l'ONU, comment l'ONU a pu délivrer ce genre de mandat, tout simplement parce que la France l'a réclamé, et on sait que, évidemment, avec le soutien de beaucoup d'autres pays puissants, l'ONU peut délivrer des mandats. Et des fois, les délivrances des mandats de l'ONU, on le voit aujourd'hui par Haïti, c'est les États-Unis qui demandent un mandat. Donc c'est pour se couvrir aussi. Donc c'est des questions qui sont évidemment un peu compliquées, mais qui dépendent des rapports de force géopolitiques, y compris à l'ONU. Tu parlais du multipartisme, que c'était un des trucs qu'avait essayé d'instaurer Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de multipartisme en Côte d'Ivoire? Si, complètement, oui. Ça a été entériné justement à cette époque-là. Je ne sais plus exactement la date, il faudrait que je l'ai, mais en gros, c'est évidemment avec la mort aussi de Félix Houphouët-Boigny, où là, il y a, on va dire, une libéralisation de la vie politique ivoirienne. Aujourd'hui, il y a énormément de partis, et pour en revenir à cette élection-là, il y avait une vingtaine de candidats déclarés, et comme tu l'as dit, plusieurs ont été écartés. Les plus importants, parmi les plus importants, Laurent Gbagbo lui-même, qui entre-temps avait été traîné à la Cour pénale internationale et qui a été acquitté par la CPI, pour cette guerre civile qui avait suivi l'élection de Ouattara, l'élection... Il était accusé d'avoir orchestré cette guerre civile en 2011, du coup, c'est ça? Exactement, et de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dans le cadre de cette guerre civile qui avait suivi l'élection contestée de 2010. Et donc la guerre civile s'était étendue sur plus d'1 an dans tout le pays, avec évidemment on va dire... des petits détails qui sont difficiles à saisir parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour le comprendre, mais entre notamment des factions venues du nord du pays et autour de la capitale, à l'époque Abidjan. Aujourd'hui, ça a été déplacé à Yamoussoukro, la capitale. Je lis un message du chat qui a regardé sur Wikipédia. En 2010, la commission électorale indépendante se voit physiquement empêchée de proclamer les résultats provisoires par certains de ses membres favorables au président sortant. Après ces incidents, les chiffres sont finalement communiqués et donnent Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Mais le Conseil constitutionnel, entièrement nommé par le président sortant, considère que les résultats de la CEI sont invalides. C'est un peu le foutoir finalement en 2010. Oui, c'est exactement ça, évidemment, puisqu'il y a toujours une commission électorale. La commission électorale aujourd'hui, c'est elle qui vient de décider d'écarter des candidats, dont Gbagbo et aussi Tidjane Thiam, qui est un candidat de centre-droit, qui se réclame du libéralisme, mais qui est assez jeune et qui pourrait faire de l'ombre à Ouattara. Donc évidemment, il y a toujours des manipulations dans les commissions électorales et dans les conseils constitutionnels, parce qu'on y place les hommes pour ensuite assurer ses arrières. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait un imbroglio sur savoir... effectivement qui a gagné. Donc même encore aujourd'hui, les zones d'ombre, bien sûr, restent là-dessus. Ce qui est sûr, ce qui est par contre avéré, c'est évidemment l'intervention militaire française pour mettre en place Ouattara. Ça, que peu importe finalement la véracité des résultats, de toute façon la France et l'Occident avaient choisi son candidat, et elle a appuyé en bombardant notamment le palais présidentiel. Voilà. Très bien. Je reprends le fil. Tu parlais des opposants. Je crois que c'est important d'y revenir un petit peu. Donc on a parlé de Laurent Gbagbo. Tu viens de donner un autre nom dont Laurent Thiam, c'est ça? Tidjane Thiam, voilà. Donc il y a une vingtaine d'opposants. Certains ont été écartés. Pourquoi? Comment ils ont été écartés? Alors, en général, ça repose sur le code de la nationalité ivoirienne. Il y a un concept qui est manipulé depuis une bonne vingtaine d'années. Il s'appelle le concept d'ivoirité, qui est un concept qui mort franchement sur le nationalisme, où en gros il fallait être absolument ivoirien, pas de double nationalité, de père et de mère ivoiriens nés en Côte d'Ivoire. Il y a eu un assouplissement justement dans la réforme constitutionnelle de 2016
sur ces points-là. Mais en gros, c'est souvent sur cette base-là ou sur une base judiciaire, mais du lawfare, c'est-à-dire en gros, tu as une affaire judiciaire contre Colofes et ça permet de t'écarter de la course à la présidentielle. Non seulement ils ont été écartés, donc il y en a plusieurs, mais les deux principaux sont Gbagbo donc, et Tidjane Thiam, mais ils ne pourront même pas voter. Donc ils sont aussi privés de tous leurs droits civiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment à pointer. Sur ce qu'il reste aujourd'hui, c'est-à-dire du coup dans quelle situation on est là pour le scrutin du 25, donc évidemment les principaux candidats, Alassane Ouattara, avec son parti, le RHDP, qui est le Rassemblement oufouettiste pour la démocratie, je ne sais plus exactement, mais je ne l'ai plus en tête, mais... Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Voilà. Et puis les autres principaux candidats, du coup, sont Simone Eivé, qui a repris son nom de jeune fille, mais qui était Simone Gbagbo, qui a été la première dame et l'épouse de Laurent Gbagbo pendant des années. Ils ont divorcé il y a quelques années. Elle a fondé son propre mouvement politique et elle a une audience politique assez importante. Ça a été une compagnonne d'abord de lutte du Front populaire ivoirien dans les années 80-90. Aujourd'hui, elle est candidate. Et puis, il y a un autre candidat qui va représenter un petit peu une aile, on va dire, centre-droit libéral, qui s'appelle Jean-Louis Billon. Et enfin, il y a un candidat, vu que Gbagbo n'a pas pu se présenter, c'est un ancien bras droit à lui, un compagnon de route pendant 40 ans, qui est candidat, qui s'appelle Awa Don Melo, qui a la particularité d'être vice-président des BRICS, donc très implanté dans le développement, donc il est vice-président des BRICS pour l'Afrique. Qui a été ministre des infrastructures et du développement, voilà, donc il y a une audience un peu importante, et qui sera dans le journal bientôt. On a décidé de faire un entretien avec lui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, à la fois sur la politique économique, qui pourrait être orientée à gauche, avec un souverainisme, et puis aussi sur la situation géopolitique, puisque lui, étant, il est lié aux BRICS, donc toutes les questions, évidemment, de lien avec la France, de remise en cause de la France-Afrique, de développement des partenariats pour les pays africains, à la façon comme ça se passe sur l'ensemble du continent. C'est des questions qui sont prégnantes, et donc on trouvait intéressant qu'il y réponde. Ce sera dans le journal bientôt. Bientôt, avant l'élection Oui, d'ici la fin de semaine. D'accord, c'est bien, tu nous teases. Voilà. De toute façon, on est mardi, donc il reste demain, jeudi ou vendredi. Donc voilà, il te reste 3 jours. A priori, normalement, c'est vendredi. J'ai déjà reçu l'entretien, mais on est en train de l'affiner parce qu'il était un peu long. D'accord, très bien. Voilà. Mais du coup, je me pose une question, c'est que donc tu viens de nous parler du bras droit de du bras droit de Laurent Gbagbo. Tu nous as parlé juste avant de l'ancienne compagne de Laurent Gbagbo. J'imagine que les soutiens de Laurent Gbagbo sont encore très présents, très nombreux, qu'il a encore une influence politique assez importante. Du coup, y compris dans la diaspora ivoirienne, notamment en France et tout. Parce que Gbagbo, c'était l'espoir d'une politique de gauche. On sait comment ça s'est fini en eau de boudin, donc pour lui, et même pour lui devant la CPI, où donc je rappelle, il a été acquitté quand même, donc ce qui donne un petit peu la mesure de l'histoire. Mais aujourd'hui, effectivement, on va dire que ses héritiers sont un peu éclatés. Est-ce qu'ils vont pas se c'est possible. C'est une question qu'il aurait. Alors, c'est une question qu'il aurait posée assez souvent, y compris par les médias ivoiriens. C'est pourquoi est-ce que vous allez vous rassembler? Ça pourrait être possible. Ça peut être entre les deux tours aussi, parce que c'est un scrutin à 2 tours. Mais effectivement, en tout cas, leurs positions sont assez proches. C'est donc panafricanisme, souverainisme. Sur ces questions-là, il pourrait y avoir une alliance. Il faut rajouter que, comme Gbagbo a été empêché de se présenter, son parti, maintenant qui s'appelle le PPACI, donc Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a exclu Don Melo. Enfin, en tout cas, Don Melo n'a pas le soutien du PPACI pour cette élection-là. Donc, Don Melo, c'est... Tu nous en as parlé déjà là? Oui, Awa Don Melo. C'est le candidat vice-président des BRICS, qui est donc lui aussi issu donc anciennement du Front populaire ivoirien, aujourd'hui du PPACI, et qui a été on va dire qu'il n'a pas le soutien du parti, puisque le parti voulait présenter Gbagbo. Voilà. Donc je sais que c'est un peu un micmac, il faut comprendre la politique ivoirienne. Je te pose des questions, je fais un peu le naïf. Puis en vrai, c'est aussi moi un pays que je connais assez peu et dont les enjeux politiques m'échappent. Et je pense que c'est aussi le cas du Tchad. Donc à mon avis, toutes mes questions bêtes finalement. Non, il n'y a pas de questions bêtes en effet. Alors attends, je reprends le fil de mes questions. On a parlé des opposants. Un enjeu d'ailleurs justement, puisque je pense que ça peut rentrer dans le cadre des interrogations qu'on peut tous avoir. Quels sont les enjeux en dehors de l'enjeu géopolitique
géopolitique. Et pourquoi d'ailleurs c'est un des derniers piliers de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est un poids lourd économique. C'est le deuxième économie du continent derrière le Nigeria, enfin hors Afrique du Sud. Voilà. Donc c'est un poids lourd énormément. Bon, il y a évidemment le secteur agricole avec café, cacao. Mais il y a beaucoup d'autres choses, des hydrocarbures, des mines, voilà. Et puis, il faut savoir que les entreprises françaises sont très, 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 très bien implantées et qu'il y a une croissance assez forte du PIB ivoirien depuis plusieurs années, depuis même 7 15 ou 8%, je disais, je crois. Voilà, le pays se développe assez rapidement, mais en fait, le pays ne se développe pas tant que ça. C'est une croissance qui profite évidemment, comme toute croissance néolibérale, aux élites, à une petite partie, voire même aux multinationales françaises qui, évidemment, rapatrient les capitaux. Et tu disais qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises très bien implantées. Alors, quand on parle des entreprises françaises en Afrique de l'Ouest, on pense Total, Areva, etc. Mais je lisais aussi que c'est aussi des entreprises, genre il y a Auchan, Carrefour, c'est aussi des entreprises du quotidien qui, finalement, s'implantent. Oui. Alors, il y a beaucoup, effectivement, quand on y va dans ces pays-là, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a on va dire les multinationales qui sont liées vraiment emblématiques, comme tu le dis, Total, etc. Mais en fait, il y a énormément de grandes entreprises, notamment du commerce et des services. C'est elles qui détiennent une bonne partie de la téléphonie, l'accès Internet, donc les commerces, les supermarchés, etc. Donc, et puis après, il y a tous les services logistiques. Bolloré, par exemple, a longtemps évidemment détenu énormément de toute la logistique des ports africains, etc. Alors maintenant, il s'est retiré, mais il a revendu, on va dire. Ouais. Et donc là, c'est un peu l'emprise économique de la France sur la Côte d'Ivoire. On a parlé de l'emprise politique. Est-ce que c'est ça la France-Afrique ? Est-ce que c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est un des derniers piliers de la France-Afrique ? C'est au vu de cette emprise économique et de cette emprise politique qu'a la France sur la Côte d'Ivoire ? Oui, c'est précisément ce point-là. En fait, la France-Afrique est un terme générique qui est utilisé souvent un peu à toutes les sauces, mais il recouvre exactement cette réalité-là, c'est-à-dire une emprise économique et qui a pour pendant cette emprise politique. Alors, les deux, évidemment, sont intrinsèquement liés. C'est difficile de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Mais en tout cas, c'est évidemment après. On est dans ce mouvement-là. Après les indépendances, la France a gardé ses intérêts, à la fois politiques et économiques. Il y a des pays qui sont très importants pour elle. Il y a des pays où elle est aujourd'hui chassée. Et ça, c'est un basculement géopolitique majeur, mais y compris pour les politiques et économiques, bien sûr. Donc, on est typiquement dans ce cas de figure-là, oui. On le disait au tout début, qu'il y a quand même pas mal de pays d'anciennes colonies qui ont commencé à rompre leurs liens avec la France. Donc, Niger, Sénégal qui commence, etc. Pourquoi la Côte d'Ivoire est encore si attachée à la France, encore sous emprise de la France ? Est-ce que c'est uniquement dû au fait que ce soit Alassane Ouattara qui soit le président ? Oui, clairement. C'est les élites ivoiriennes, oui. Ça veut dire qu'un des enjeux de l'élection, c'est que si Alassane Ouattara n'est pas réélu, on peut imaginer que dans les mois, années à venir, la Côte d'Ivoire se détache elle aussi et rompe elle aussi ses liens avec la France. Alors oui, toute la question, c'est comment est-ce que ça peut se passer ? Alors il ne s'agit pas, en fait, je pense que personne, j'ai posé la question à Wadon Melo par exemple, il n'est pas question de rompre brutalement comme ont pu le faire le Burkina, le Mali ou le Tchad. Le Niger, pardon. Parce que eux ont eu ce changement par des coups d'État militaires. Un bon exemple, c'est le Sénégal, où depuis 2 ans, il y a un gouvernement issu de la gauche souverainiste du PASTEF, là, de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, et eux ne veulent pas rompre avec la France. Par contre, ils traitent la France comme n'importe quel autre partenaire, parce que c'est un pays souverain, et qui veulent développer les partenariats avec les pays qui peuvent leur apporter quelque chose d'intéressant, et développer des liens avec tous les pays. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de rupture nette de ce point de vue-là, mais tout simplement, il y aura une prise en compte des intérêts souverains du pays sur tous les plans et sans être inféodé à l'ancienne puissance coloniale. Donc, on va dire que dans la nouvelle géopolitique africaine, il y a un peu toutes les nuances de gris. Il y a ceux qui rompent brutalement, mais parce qu'en fait, ils utilisent ça comme les régimes militaires, donc du Burkina, du Mali notamment. Ils n'ont pas rompu
D'ailleurs, on voit qu'il y a encore des liens, y compris militaires, avec le Mali, par exemple, on ne le sait pas, mais il y a une coopération sur le renseignement. Mais ça reste très discret. Donc, en tout cas, ça peut être évidemment une réorientation, en tout cas, de la politique extérieure de la Côte d'Ivoire, et ce serait un changement majeur. Évidemment que la France craint ça. On a parlé... L'État français, pardon. Parce que nous pas trop. On serait plutôt contents, oui. On a parlé d'Alassane Ouattara, on a dressé un petit peu le portrait de quelques-uns de ses opposants. C'est quoi l'état des lieux là actuellement ? Est-ce que Alassane Ouattara a de grandes chances d'être réélu ? Est-ce qu'il y a des sondages qui montrent une potentielle ouverture ? Est-ce qu'on sait un peu ce que peuvent donner les résultats de ce week-end ? Ou est-ce que c'est le flou total ? On n'en sait rien. C'est très difficile à dire. Moi, en tout cas, je me garderais bien de donner des pronostics. D'ailleurs, je n'en ai pas vu passer... Sur ce point-là, on sait bien que les sondages, de toute façon, ne seraient pas fiables. Par contre, on peut analyser la situation. Elle est en effet extrêmement tendue. D'abord parce qu'il y a évidemment des craintes de résurgence de violence, les mêmes qui avaient suivi le scrutin de 2010. Ça n'a jamais été, on ne s'est jamais attaqué, il n'y a pas eu de commission vérité, de réconciliation, il n'y a pas eu de travail politique pour justement arriver à refaire unité. Donc le pays est encore extrêmement divisé sur beaucoup de points. Et évidemment qu'une élection contestée pourrait à nouveau ouvrir la voie à des violences extrêmement graves. À l'époque, il y avait eu 1500 morts de mémoire. Donc ce serait quand même... c'était une guerre civile, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc évidemment, il y a cette crainte-là. D'autre part, la campagne se déroule dans un climat, je ne sais pas comment le dire, c'est parfois il y a une répression, à la fois une pré-insurrection dans certains points. Toutes les manifestations sont interdites, sauf les meetings de campagne autorisés. Donc on voit que... Pas que de Alassane Ouattara, des autres candidats aussi, oui. Bon, tout le monde peut tenir meeting, mais par exemple, là, les Ivoiriens n'ont pas le droit sinon de se réunir dans la rue. Donc il y a quand même un climat de tension très très fort. Et ça augure, selon le résultat, le déroulement du scrutin de dimanche, ça peut effectivement... vraiment partir en live sur ce point-là, et ce serait en tout cas beaucoup d'Ivoiriens le craignent, beaucoup d'analystes de spécialistes du pays le craignent, ça c'est clair. Et est-ce qu'on sait la position de l'État français là-dessus ? Est-ce qu'ils sont prêts à intervenir comme ils l'avaient fait en 2010 ? Est-ce qu'ils surveillent ? Non, parce que c'est plus possible, y compris à justifier au niveau politique. Ce serait totalement incompris. Il faut savoir, la jeunesse ivoirienne est comme les autres jeunesses des pays autour. Il y a de ce qu'on appelle là dans la presse souvent le sentiment anti-français. C'est pas un sentiment anti-français, elle veut juste être souveraine dans son pays. Donc évidemment que ça c'est une donnée, la jeunesse ivoirienne évidemment en a marre de cette domination politique et économique de l'ancienne puissance coloniale, ça c'est clair. C'est un élément très important parce que ça pourrait là aussi, alors à la fois dans le vote, c'est-à-dire qu'est-ce que va voter cette jeunesse, est-ce qu'elle va aller voter pour qui, et puis évidemment dans les suites du vote. Parce que là en gros voter pour Alassane Ouattara, c'est dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes, voter pour Alassane Ouattara, c'est voter pour la continuité de la France-Afrique, etc. C'est aussi clair que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, nous on le voit que comme ça, mais évidemment qu'il y a des sentiments d'appartenance sur beaucoup d'autres points. C'est aussi une forme de stabilité, c'est aussi, il se réclame donc du oufouettisme, donc c'est aussi la continuité de celui qui a amené l'indépendance. Donc en fait, vous voyez, c'est comme gaulliste en France, quoi. Ça veut pas dire. Ciotti se réclame du gaullisme, finalement. Voilà, exactement. On peut s'en réclamer parce que c'est une figure ancienne, et puis évidemment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a mené une politique libérale qui a notamment permis pas mal de grands travaux d'infrastructure. Donc il y a des choses qui sont visibles. Abidjan a beaucoup changé, il y a des nouvelles autoroutes, des choses comme ça, des infrastructures. Après, est-ce que ça profite au plus grand nombre ? C'est toujours la question. Donc évidemment que ce qui détermine un vote est parfois beaucoup plus compliqué qu'un seul bout de la lorgnette, on va dire, même si c'est une grosse lorgnette, cette question-là du souverainisme pour toute la jeunesse africaine. Mais c'est difficile encore de savoir. Il y a aussi un côté ethnique qui existe très fort. On vote aussi souvent en fonction de celui dont on pense qu'il va représenter le mieux l'ethnie, ou en tout cas des zones du pays, donc, qui est
toujours assez divisé entre nord et sud. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte aussi. Mais on va dire qu'il faut connaître dans la finesse, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Un des acteurs importants, on a commencé à en parler en début de cette émission, c'est le Conseil constitutionnel et le CEI, donc c'est quoi CEI, Conseil d'élection Il y a une commission électorale. Voilà, commission électorale. Ouais. C'est deux acteurs extrêmement importants lors des élections, parce que c'est eux qui valident, etc. On voit qu'en 2010, c'est ça aussi qui a posé problème. Est-ce que là, en 2025, par qui est-ce qui travaille là, par qui c'est nommé, par qui c'est géré? Est-ce qu'il y a eu une réforme, ou est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ce que ce qu'elles disent soit finalement pas pris en compte et que chacun fasse un peu comme il veut? Est-ce qu'il y a eu du changement depuis 2010 sur ces deux institutions-là? En fait, oui, il y avait un changement pareil au moment de la réforme constitutionnelle de 2016, mais en fait, le principe est toujours le même. Et puis, et c'est celui de placer ses hommes quand on est au pouvoir pour assurer ses arrières. Et c'est bien ça le problème. On l'a vu, la commission électorale s'est décrédibilisée en écartant plusieurs candidats sous des motifs totalement fallacieux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays, malheureusement, cette manipulation des commissions électorales, oui. Bien sûr. Et effectivement, comme tu le dis, elle pourrait ne pas être suivie. C'est-à-dire que s'il y a une contestation des résultats, elle se fera dans la rue. Il y aura une contestation juridique, mais de pure forme. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit encore un sacré bordel ce week-end. Mais c'est à craindre, et c'est bien Enfin, un bordel, c'est même pas... le mot est clair, hein, ce serait des violences post-électorales. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est à craindre. Donc pour l'instant, d'ailleurs, la position de la France, c'est de dire qu'il faut que ça se déroule dans le calme. C'est la seule position, mais on sait que le calme est une façon de maintenir le statu quo. Merci beaucoup, Benjamin. Je crois qu'on a fait le tour. Si le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est assez rare qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle depuis qu'on a lancé l'international. Oui. Je pense que d'ici ces prochains jours, semaines, on va avoir l'occasion d'y revenir assez souvent. C'était aussi important pour nous d'y accorder une place assez importante. Évidemment, on se sert des élections qui vont avoir lieu, mais c'est aussi important de rappeler un peu le contexte et l'histoire du pays de ces 15-20 dernières années pour bien comprendre tous les enjeux de ces élections. Exactement. Évidemment, on vous invite à aller lire quand il sera paru l'entretien que tu es en train de réaliser avec un des opposants à Alassane Ouattara. Tu me rappelles son nom? Awa Don Melo. Voilà. Il y aura aussi un papier pour expliquer justement un peu tous les enjeux et donner un peu le cadre général de cette élection. Et puis effectivement, on y reviendra, je pense, sans doute la semaine prochaine. Ouais. Suivant comment ça s'est passé, ou suivant ce qui est en train de se passer. Si jamais ça peut prendre plusieurs jours après. On sait que les proclamations des résultats et le décompte, il y a toujours des contestations. Ça peut prendre voire bien 2 semaines, on verra ça.